Oui, bonjour à tous. Alors, voilà. je ne sais pas si on aura des questions venant de l'assistance, j'imagine que oui. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est commencer par une ou deux questions que je vais adresser moi-même, et puis par la suite, bien évidemment, si vous voulez intervenir. Alors, plutôt que de faire ce que j'avais prévu, qui est de donner une question par intervenant, ce qui risque de prendre un peu trop de temps parce qu'on est légèrement en retard, on va peut-être shooter des questions un peu plus larges, et chacun y répondra comme il le veut. Alors, le premier point, c'est que nous, on est un peu embêtés d'entendre que tout le monde régulé commence à s'éloigner du crédit. De par nos métiers, c'est un petit peu embêtant. Alors, on peut s'adresser au family office ou à une net worth ou aux banques privées. On aimerait bien quand même trouver le sweet spot, l'endroit qui peut intéresser les investisseurs réglementés, qu'ils soient bancaires ou assureurs, pour travailler avec nous. Sinon, on va être un peu embêtés. Donc, une des premières questions qu'on peut peut-être adresser à Hugues et à Thibault du côté Solvency 2, on voit bien que les portefeuilles très barbellisés qui étaient évoqués, Govies et une partie très risquée, peuvent faire sens, malgré la charge en capital qui va être demandée. Pour autant, est-ce que typiquement, si on prend une part equity d'un portefeuille crédit au sens large, est-ce qu'on a une idée du spread qu'il va falloir délivrer sur cette classe d'actifs pour rendre ce barbel intelligent? Finalement, 5% qui rapporte 15%, si c'est pondéré de façon massive en capital, ça ne sera pas très bon. Si on est sur du 40-50% de taux de return sur ces equity, on va devoir prendre des niveaux de risque absolument exceptionnels. Donc finalement, on arrivera à un résultat qui est contraire. Donc quel est le sweet spot pour vous, pour la part risquée, s'il y en a encore une, et quel genre de rendement faut-il essayer d'y trouver? Oui, on revient au point que je mentionnais sur le calcul par rapport au coût des fonds propres. Effectivement, il faut que chacun ait son coût de fonds propres, commence par défalquer de la prime de risque sur l'actif risqué son coût des fonds propres, et après cherche à équilibrer son portefeuille en ayant déduit le coût du financement des fonds propres sur ses actifs. Donc effectivement, on sent bien qu'il y a un couple rendement-risque à faire sur cette prime résiduelle et sur le risque-prix en termes d'actifs qui sera très important. Alors répondre de façon chiffrée aujourd'hui, on ne peut pas, puisque le débat est encore ouvert sur le calibrage, et justement c'est ce que je soulignais, je souhaite que ce point-là soit bien pris en compte par le CEOPS. Il connaît bien les comptes des différents assureurs, donc s'il peut regarder cet aspect-là de façon un peu normative pour la profession, où il peut donner des réponses de qualité, je n'ai aucun doute là-dessus. En complément là-dessus, en fait, on avait un slide que j'ai passé très rapidement sur justement un exemple de calcul en disant, voilà, une réallocation qui serait 95% Govies, 5% equity par rapport à un départ qui serait 100% corporate. En prenant des niveaux de marché tels qu'on peut les observer sur les tranches iTraxx aujourd'hui, sur les tranches equity d'iTraxx, on avait des niveaux raisonnables à partir de rendement sur des tranches equity je crois que c'est 0,5 qu'on prenait, de alentours de 7,5% par an. Ce qui, sur le monde corporate investment grade, est largement réalisable. Le problème, c'est qu'on va vite tomber dans un corner ou si tout le monde va sur des portefeuilles très barbellisés, qu'est-ce qu'on fait du reste? Et donc l'autre grand thème d'investissement pour nous, c'est effectivement le financement des tranches seniors et comment est-ce qu'on arrive à financer ces tranches seniors, et notamment sur des structures qui ressemblent plus en termes de philosophie à des structures de type covered bonds, notamment pour répondre aux problématiques de liquidité des banques. D'accord. Alors, merci pour ces réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main, sinon je vais continuer à interroger. Une question, monsieur? Oui, parce qu'on parle du métier d'assurance, mais là, vous avez une vision excessivement financière du métier. À la base, vous fournissez un service, vous facturez des clients, donc votre rentabilité sur fonds propres est assise, je pense, également sur votre activité commerciale. Oui, tout à fait. Là, c'est juste le supplément de fonds propres demandé par le fait d'avoir des placements. Et vous avez raison, au niveau des conseils d'administration des sociétés, l'idée, c'est plutôt que le service principal, ça reste l'assurance. Donc, il faudra tout concentrer autour de fournir le service d'assurance de qualité avec un coût en fonds propres qui soit bien
bien contrôlé et limité sur le strict nécessaire, particulièrement pour une mutuelle. Et ça voudra donc dire que si le calibrage est sévère, on risque fort de dérisquer totalement le portefeuille. Donc, mis à part des petits points, une petite barbellisation sera sans doute toujours possible. Il y aura toujours de la place pour en faire un peu. Mais sur le fond du portefeuille, oui, ce sera beaucoup plus d'emprunts d'État que de risques, que d'actifs risqués, très clairement. Et les actions, on en a beaucoup parlé, c'est sans doute réduire encore les actions, même si on est déjà assez bas en ce qui concerne le massif. Le message des politiques, d'ailleurs, n'est-il pas de vous renvoyer à ce métier-là, en disant, somme toute, que la gestion devrait être une activité très très connexe dans votre métier? Oui, alors pour nous, c'est déjà un peu le cas. Le risque quand même, je pense, s'ils le font trop, c'est d'aller dans le sens d'une... Alors je parle sous contrôle de banquiers qui connaissent mieux les choses que moi, mais si la réglementation bancaire a incité les banques à sortir le risque et que pour des raisons de rentabilité de l'activité, ça a incité les banquiers à revenir sur le risque d'une façon qui n'est plus sous le contrôle de la réglementation ou des besoins de fonds propres tels qu'ils sont calculés, je ne voudrais pas, je parle peut-être à titre personnel, mais je pense pour l'industrie ça reste vrai, il ne serait pas bon qu'il y ait une façade qui doivent coûter plus rien en fonds propres, qui amène une rentabilité trop basse et donc qui incite à chercher un complément de rentabilité là où le système n'a pas tout prévu, quoi. Je pense que le point vaut pour les banques aussi. Les banques ont été surcapitalisées récemment pour des questions de risque, notamment les bas de banque. Et la question se pose à l'heure actuelle de savoir ce que ces fonds propres, le calibrage de ces fonds propres pour quelles activités, notamment les activités bancaires classiques, versus les activités effectivement d'intermédiation, voire de titrisation, puisqu'on en parlait ce matin. C'est un point crucial. Je dirais que même là, il y a un antagonisme éventuellement entre ce qu'on voit aux États-Unis, ou ce qu'on voit poindre aux États-Unis, où il y a des gens qui se disent finalement le métier de banquier, c'est de tout mettre dans un bilan et d'assurer cette diversification et de faire son métier, versus un métier où au contraire, ou éventuellement une opinion qui est un peu contraire, qui est de dire si les risques sont bien contingentés, bien transparents, les white box, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus solide dans une optique justement de durabilité dont on parlait ce matin. Ça vaut vraiment de la même façon pour les banques. Moi, il y a juste un point que je veux souligner, si je peux me permettre, c'est qu'il est toujours très mauvais d'avoir trop ou pas assez de fonds propres. Voilà. Pas assez évidemment, mais trop, c'est pas bon non plus. Voilà. Dexia, à mon avis, en est un bon exemple. Nicolas, oui. Oui, très rapidement aussi, dans ce message politique qui est de renvoyer les banquiers, les assureurs à leur métier de base, il y a un autre message politique qui va en parallèle, qui est de demander à ces mêmes acteurs de prêter plus ou que les crédits soient plus disponibles. Il y a un moment, il va falloir faire un choix entre ces deux messages politiques, c'est-à-dire que si le bilan, alors on a vu avec les mesures de levier, si le bilan des banques doit rétrécir, si les assureurs ne peuvent plus compléter cette part de financement via les actifs risqués, il faut s'attendre à ce que la disponibilité générale du crédit, que ce soit la disponibilité ou le coût, et alors avec finalement un impact sur la croissance. Après, est-ce que c'est bien ou pas bien, ça c'est une question politique, mais les deux messages à un moment vont être contradictoires. Il va falloir faire un arbitrage. Alors justement, une question pour François, et peut-être que Jean-Michel pourra rebondir dessus. Tu parlais des contraintes de bilan, de taille de bilan qui vont être imposées. Sans un marché de titrisation, qu'une demande qui est recréée d'une façon ou d'une autre, vous allez devoir garder des stocks de financement chez vous. Premier point, comment vous pourrez satisfaire ces contraintes? Et deuxièmement, est-ce qu'il ne faut pas oublier les niveaux de RE qu'on vous demande en tant qu'actionnaire, qui sont de 15-20%, qui semblent difficilement déconnectables des taux de croissance de l'économie, qui est peut-être beaucoup plus bas. Ouais. Sur la première question, sur la titrisation, pour l'instant, on n'a pas d'encours de titrisation sur le bilan. Donc on a des titrisations pour le funding qu'on amène à la BCE, mais des titrisations pour libérer des fonds propres, on en avait beaucoup en BAL 1, en BAL 2, on n'a pas encore trouvé la technique pour optimiser la libération de capital réglementaire à des prix qui sont acceptables. Donc c'est la preuve qu'on peut aussi en ce moment vivre sans titrisation. Après, est-ce qu'on peut redéployer effectivement une activité commerciale et financer l'économie française, voire mondiale, avec ce genre de contraintes? C'est pas sûr, effectivement. Et là, de toute façon, la réflexion aussi, elle est sur la baisse des rendements attendus par les différentes activités. Oui, tout à fait. Sur les métiers de financement classiques, on ne peut plus attendre des rendements si on n'arrive pas à libérer du capital en face. Oui, c'est évident.
D'accord. Donc il y aura une baisse, il y a des revues à la baisse, effectivement, des attentes de retour sur capital. Alors pour préciser la question pour Jean-Michel, pour ouvrir le marché de la titrisation, nous, ce qui nous semble en voyageant en Europe, c'est que c'est spécialement en France que le traumatisme dû au cycle monétaire dynamique est présent. Finalement, en Angleterre, beaucoup de fonds reprennent des produits de titrisation, le marché s'est réouvert, alors modestement, mais il y a du primaire qui est acheté, des transactions anglaises ont été placées. En France, ça semble toujours être relativement rare. Concrètement, même si ce n'est pas ton domaine aujourd'hui, Jean-Michel, comment tu vois le redémarrage de cette activité et comment le susciter? Alors, moi, effectivement, je peux le voir au travers justement des professionnels qui viennent travailler avec nous. Et il y a indéniablement... alors, ce n'est pas un traumatisme français, hein, c'est franco-allemand, on va dire. Voilà. Alors, il y a visiblement une piste qui passe par la version Pfandbrief ou covered bond. Indéniablement, ça a l'air d'être la piste privilégiée pour, comment dire, concilier justement le refinancement de l'immobilier nécessaire versus, je dirais, la difficulté ou la pénibilité du marché de la titrisation pour les mois et les années qui viennent. Donc pour l'instant, c'est ça qui est privilégié, y compris en France. Donc les grandes enseignes, alors c'est peut-être pas BNP Paribas, mais c'est clairement Société Générale qui pousse énormément. Donc il y a un chantier qui, à l'heure actuelle, est présenté régulièrement au Haut Comité de place, dirigé par Christine Lagarde, décidément, et qui, effectivement, va dans cette voie de covered bond. Voilà. Sur la partie, je dirais, rachat de produits de titrisation, pour nous, dans les travaux que l'on fait ou que l'on voit, ce qui nous paraît problématique, c'est vraiment la tranche equity et sa cotation, c'est-à-dire le fait que cette partie-là puisse avoir des acteurs spécialisés, des gens qui soient capables véritablement d'apprécier à la fois le risque, la responsabilité, et du coup, ce qu'on veut éviter sur ce marché-là, c'est qu'il y ait de faux acteurs. Typiquement, ce que Nicolas disait ce matin, on obligerait une banque, par exemple cédant, à conserver un bout de tranche equity, mais en fait, elle en conserve un bout, et je dirais à la Goldman Sachs, elle est short de 3 fois le bout par ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut éviter aussi. Et on pense du coup que la revitalisation du marché passe par l'equity. Donc on se retrouve encore avec ce barbel, c'est-à-dire d'un côté le Pfandbrief et puis de l'autre côté la tranche equity. Ça n'augure rien de bon effectivement pour les mezzanines et compagnie, hein, ça j'avoue. Peut-être sur le côté effectivement covered bond ou l'esprit covered bond, une des problématiques, en fait, on va très rapidement arriver à la limite de l'exercice parce que il y a ce dont parlait François ce matin, la problématique des ratios de levier. Avec un cap sur les ratios de levier qui fait qu'on ne peut pas accumuler, si on prend le poids d'une tranche senior de titrisation, c'est très faible en termes de consommation de capital pour une banque. Donc elle pourrait théoriquement continuer à accumuler, disons, des tranches seniors, les refinances faits via des structures à la covered bonds, mais en réalité, on touche très rapidement les niveaux de levier maximum, et de ce fait, on n'a pas trouvé encore le moyen de sortir effectivement ces éléments du bilan. Un des éléments, une des routes qu'on voit évoluer, c'est, on parlait des problématiques de SPV, etc. Ce qui devrait se développer, c'est l'entrée de nouveaux acteurs, c'est-à-dire d'acteurs qui aient le rôle historique des SPV d'isoler un certain nombre d'actifs, mais avec une approche assez différente en termes de fait que ce sont ce qu'on appelle des operating companies, c'est-à-dire des vraies compagnies avec des employés, etc., qui achètent des actifs, notamment financés par les vendeurs. Alors Barclays a fait une très grosse transaction de ce type-là l'année dernière, qui était dans la presse, qui s'appelle Protium, et on pense que effectivement c'est plutôt ce typologie de diffusance vers des entités réelles et non plus des SPV qui pourrait se développer. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour. Olivier Champagne, Strapper. Quand j'entends en fait le discours aujourd'hui, c'est notamment des intermédiations et pour les problèmes que vous avez évoqués
évoqué de ratio, de ratio et d'utilisation de fonds propres, donc finalement un désintérêt pour les signatures autres que les signatures souveraines. Et donc la question c'est finalement, on va retrouver, d'abord les émetteurs vont quand même, il va bien falloir quand même aller chercher un peu d'argent pour ceux qui ne sont pas souverains, donc il va bien falloir qu'ils émettent quand même sur le marché. Et donc ceux qui vont souscrire à ces emprunts, ça va être qui? Ça va être des EPCVM détenus par des non-professionnels. Et la question est aussi par rapport à la liquidité, c'est-à-dire que si on commence à coller ça uniquement dans des EPCVM de personnes physiques, ça veut dire qu'on va casser en deux le marché obligataire. D'un côté, on aura la dette souveraine qui restera liquide, et puis de l'autre côté, tous les autres émetteurs, donc avec une augmentation finalement du risque sur les autres émetteurs. Possible. Je ne sais pas si l'un d'entre vous... Pour l'instant, les textes ne sont pas encore actés. Hein. C'est clair que dans le ratio de liquidité, les banques doivent constituer des stocks d'actifs éligibles. Pour l'instant, c'est majoritairement du AAA d'État. Il y a quelques covered bonds. Il y a des critères de sélection qui sont, il faut montrer que pendant les 10 dernières années, il n'y a pas eu d'écart de rendement de plus de temps. Enfin, c'est très très restrictif, ce qui veut dire qu'il y a très peu d'actifs éligibles. Les actions, le marché actions quand même continue à marcher pendant la crise de crédit, et voilà, les equity sont complètement sortis de ce ratio. Donc on voit bien que c'est pareil, hein, c'est un ratio qui arrive en 2013, il y a encore du temps pour faire changer les règles. De là à inclure des corporates, là je ne sais pas si c'est possible. Voilà. Alors, une autre question, je ne sais pas si c'est Hugues ou Thibault ou qui peut y répondre. Pour contourner la réglementation, peut-on songer, alors même si tu expliquais que le but n'était pas de la contourner, mais nécessairement tu vas y réfléchir, créer des sociétés cotées, qui sont donc des actions cotées, pondérées en tant que telles, qui seraient staffées et qui investiraient dans des produits equity, distressed, alternatifs, hedge fund, que sais-je. Ça serait traité comment sous Solvency II, ce genre? Il y a un principe dans Solvency II hein, qui est de substance over form, hein, pardon pour l'accent, ce qui veut dire que le régulateur a tous les droits dès qu'il comprend que la forme qui est utilisée ou la forme juridique hein, qui est utilisée par l'assureur pour gérer quelque chose dévie très nettement dans sa substance, de venir lui dire vous êtes gentil mais vous comptabilisez comme si c'était transparent et si vous aviez les actifs qui sont dans la société. Oui, vraiment, Richard, à ce titre, on a fait quelques études de backtesting. Il est clair que le white box, et ce dont parlait Victoire précisément ce matin, c'est-à-dire vraiment comprendre l'objet, quel qu'il soit, pour une finance durable, hein, c'était le terme, je veux dire, ça a l'air d'être clairement la ligne directrice et même la ligne jaune à ne pas franchir progressivement pour les régulateurs, voire les praticiens. Ouais, je pense que pour les banques, c'est pareil. Hein. Il y a tous les calculs juste mathématiques, c'est le fameux pilier 1 de Bâle 2, et après, il y a le pilier 2. Donc, c'est-à-dire que les régulateurs, s'ils voient, et déjà en plus, il faudrait passer l'obstacle des commissaires aux comptes et qui acceptent que ce genre de structure ne soit pas reconsolidée ou reconnue dans les comptes de la banque. Et le régulateur, s'il voit et comprend ce genre de mécanisme, peut très bien donner une surcouche de capital à la banque. Hein. Donc, c'est pareil. C'est vraiment la substance par rapport à la forme. D'accord. Alors, moi j'avais une question aussi sur les agences de rating, peut-être pour Nicolas. On en a un peu parlé, on les a un peu vilipendées, mais pas trop. Dans la réalité, on aurait pu le faire un petit peu plus. Visiblement, les assureurs s'en éloignent un peu. Enfin, ça a l'air d'être moins un critère central. Pas clairement pour les banques, voire pas du tout. Quelle est la vision sur leur rôle? Alors, on dit sur le corporate, ils sont bons, sur le structuré, ils sont mauvais. Quelle est l'évolution selon toi? Je n'en ai pas spécialement parlé parce que j'ai une opinion sur le sujet qui n'est pas très populaire. Je suis critique, mais pas au point que je vais les charger de tous les mots comme l'agneau qui va porter le mal du monde. Mais il y a deux logiques. La première, c'est cette logique de dire que le corporate vis-à-vis de la finance structurée, quand on regarde les tables long terme ou court terme, effectivement, ce qui se passe, c'est ce qui a été mentionné dans la première intervention, c'est cette poche de sécurisation à double couche où l'effet de retour du rating qui a provoqué plus de volume qui en retour a affecté la qualité du crédit. Après, quand on regarde sur des actifs plus traditionnels comme les RMBS, etc., je pense qu'au niveau de la performance, on n'est pas très très loin de ce qui s'est passé en corporate. Pour moi,
un Lehman qui passe de single A à défaut, parce que dans le single A, il y avait une hypothèse implicite de support gouvernemental qui d'ailleurs, je pense que Moody's a publié une note sur les banques en expliquant que par exemple, je peux en parler, Bank of America est 4 notches au-dessus de son rating réel parce que il y a une valeur implicite. Donc je pense qu'au niveau de la notation, je pense que j'ai une opinion qui est moins tranchée. Après, je pense que c'est une logique de revenu, qu'effectivement, quand un AAA rapporte 15 bips, les personnes qui vont investir sur ces actifs n'ont pas un return qui justifie le fait de faire le travail de crédit. On a vu dans la crise que les nouveaux investisseurs qui sont venus et qui ont pris les actifs ont une vision de regarder à travers la tranche qui est en fait assez complexe et on peut regarder que ce soit un marché Cielo ou dans les marchés que Victoire a expliqué plus tôt. Il y a un vrai tiering des actifs selon la qualité du crédit sous-jacent. Donc finalement, ça revient pour moi toujours à une logique de rendement. C'est-à-dire que si le rendement est là, si on accepte que le crédit doit avoir un certain coût, le travail sera fait par l'investisseur et la note finalement sera une espèce de surcouche régulatoire qui ne devrait pas de problème de problème systémique. Le problème vient quand effectivement il n'y a plus de rendement et qu'on arrive à des logiques de véhicules où on amasse sans faire d'analyse, simplement sur la base du rating. Donc c'est cet équilibre entre le rendement des tranches et le temps d'analyse qui va être dépensé à ça. Y a-t-il encore une dernière question? Parce que je crois qu'on va après être short de temps. Alors moi j'ai peut-être une dernière question pour Christian pour conclure. En tant que professionnel sage du risk management depuis des années, qui a vu toutes ces... Non pas que ce soit si vieux, Christian, c'est pas ce que je veux dire, mais que tu as vu passer les réglementations, Alain dont tu nous parlais. Est-ce que tu as l'impression qu'en fait on va encore repousser ces réglementations, elles vont être promulguées beaucoup plus tardivement, ou finalement on est toujours en train de re-réglementer à retard? Est-ce que tu as une sorte de vision sur ce qui se passe? Bon, moi j'ai une vision très précise effectivement sur les aspects réglementaires. On a connu cette crise de 2008, on va l'appeler comme ça, qui a amené certains à se dire la réglementation n'est pas bonne, la preuve, on a tous ces problèmes de pertes massives chez certains, donc changeons la réglementation. Moi je ne suis pas du tout partisan de changer la réglementation. En fait la réglementation elle est très bien, simplement elle était souvent mal appliquée et même mal contrôlée. En tant qu'assujetti à des contrôles, il m'est arrivé d'avoir affaire à des contrôleurs qui ne comprenaient même pas les questions qu'ils me posaient. Donc, quand le contrôleur ne comprend même pas lui-même les textes qu'il est chargé de faire respecter, comment peut-on se dire il y a un problème, donc changeons la réglementation? Je crois qu'il y a un certain nombre d'élévations culturelles les uns et les autres à faire d'abord avant de changer la réglementation. Et si on change la réglementation, il y a des projets en cours, tout le monde les connaît, je crois qu'il faut essayer de le faire de façon intelligente et de façon progressiste, si je puis dire. Quand on entend parler de ratio de levier, c'est un clair retour en arrière. Je disais tout à l'heure avoir l'honneur d'être un des concepteurs du ratio Cook. Le ratio Cook, on peut en parler pour le critiquer longuement si on veut, bien sûr. À l'époque, c'était un formidable progrès qui amenait la surface financière des banques mondiales à fortement se renforcer. Avant le ratio Cook, qui était de fait le premier ratio international de couverture des risques sur une base pondérée. Alors très forfaitairement, mais pondéré quand même. Avant le ratio Cook, il y avait déjà un ratio un peu équivalent dans la réglementation française, mais il y avait surtout en Amérique ce qui s'appelait à l'époque le gearing ratio, qu'on aurait pu appeler le leverage ratio, le ratio de levier. On a avec le ratio Cook tordu le cou en 88 au ratio de levier américain. On a amené les Américains à signer un texte comme quoi ils abonnaient le ratio de levier pour le ratio de couverture des risques pondérés. Et là, parce qu'il y a une crise, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé, parce qu'on peut penser que c'est trop complexe, donc il faut simplifier, on revient à un ratio de levier. C'est absurde. Le fait de dire revenons à des choses simples, ce n'est pas forcément la bonne méthode dans un monde qui s'est complexifié. Et puis le fait de renvoyer les acteurs vers leur cœur de métier, ce n'est pas forcément toujours une bonne idée, surtout, comme le disait mon voisin de droite, Thibaut Scarmongas, si en plus on prend des règles contraires à ce retour vers le cœur de métier. Je pense au fait d'obliger les banques à faire la détransformation, c'est absurde. Et on peut s'interroger aussi sur le cœur de métier des uns et des autres. Il se trouve que j'ai longtemps été banquier, j'ai aussi un peu été assureur. Le cœur de métier de l'assureur,
c'est pas de gérer les risques techniques. Ça, c'est vrai dans l'assurance non-vie. Mais le premier job d'un assureur vie, c'est quand même de gérer ses actifs. Ça, je suis désolé, mais il y a plus de travail dans l'assurance à gérer les actifs et à gérer l'adéquation actif-passif, surtout l'adéquation actif-passif, que la gestion des passifs elle-même. Surtout dans l'assurance vie, les passifs, en plus, on ne les connaît même pas. Le client peut partir quand il veut. Donc, la gestion des passifs, on peut toujours la faire. Et on l'a fait d'ailleurs. Mais le cœur de métier de l'assureur vie, ça a toujours été la gestion des actifs et la gestion des risques de ces portefeuilles d'actifs. Donc tout ça pour dire que le monde évolue, mais on a un petit sentiment de tourner en rond quand même quelque part, et parfois que certains cherchent à réinventer des choses finalement basiques. En tout cas, moi je suis très heureux que cette conférence ait permis d'éclairer quand même pas mal de choses. Moi je suis vraiment ravi de l'enchaînement des exposés de ce matin, qui étaient tous de très haut niveau, qui ont permis quand même de réfléchir à voix haute sur finalement ce qui s'est passé. Ce n'était pas l'objet central de la conférence, mais quand même ce qui s'est passé depuis 2-3 ans et les réactions notamment des autorités prudentielles, tous ces projets de réglementation, et puis finalement la lecture qu'il faut faire de ces projets et l'adaptation, je dirais que les uns et les autres en feront, en fonction de ce que seront le moment donné les textes finaux. Je crois qu'effectivement, il ne faut pas aller trop vite à s'adapter. C'est prématuré de faire quoi que ce soit aujourd'hui. Mais il est bon de réfléchir et de commencer à préparer, je dirais, comment s'adapter à ce que pourraient être les futurs textes. Voilà, donc